Ok, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais comme je l'ai dit tantôt, je vais me présenter. Je m'appelle Yavor comme il est là, mon c'est Fabrice. Bienvenue à vous. Cette conférence qui a pour thème faire évoluer les lois et les normes sociales pour une meilleure protection des femmes et des hommes vivant des situations marginales intervient dans le cadre du projet Marche. En réalité, le nom du projet, c'est des marches aux normes. Regard croisé sur les transformations des liens familiaux en Afrique. C'est un projet qui a été implémenté au Burkina Faso, à Madagascar et au Togo. C'est un projet qui a été financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche France, et qui a été mis en œuvre par le LPED, le laboratoire pour la population, l'environnement et le développement, avec lequel le WILDA-FAO, notamment le Women in Law and Development in Africa, Afrique de l'Ouest, sommes associés en tant que partenaires de mise en œuvre. Cette conférence de presse s'inscrit dans le cadre des activités de dissémination et de valorisation des résultats du projet Marche et fait suite à l'atelier de restitution des résultats qui s'est tenu le 18 juillet dernier au centre du Open Box à Agualipédo. Je pense que, comme mentionné dans l'agenda, la conférence va se dérouler comme suit. D'abord, l'arrivée et l'installation des participants. Suite à cela, l'entame de la conférence. Après cela, le communiqué de presse, suivi des questions et réponses. Et après, un mot de clôture. Donc, je pense que, comme mentionné, je vais passer la parole au binôme. Ils vont se présenter et on va débuter. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Mathilde Santana Atto. Je suis chargée de programme au bureau régional Afrique de l'Ouest. C'est Marie-Hélène Touleka. Je suis sociologue, je suis chercheur à l'unité de recherche démocratique de l'Université de l'ONU. Merci. Mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile et des droits des femmes, mesdames et messieurs les représentants des médias, chers participants et participantes, mesdames et messieurs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à tous et à toutes au nom de la coordinatrice sous-régionale du LIGAF Afrique de l'Ouest pour cette conférence de presse qui intervient dans le cadre du projet des marches aux normes, regard croisé sur les transformations des liens familiaux en Afrique, que nous désignons communément sous le nom les marches. Chers participants et participantes, en octobre 2019, le Laboratoire pour la population, l'environnement et le développement, LPED, a initié le projet de recherche Les Marches, auquel le LUDAF Afrique de l'Ouest est partenaire de mise en œuvre. Le projet Les Marches a pour objectif de mettre en lumière, par une approche quantitative et qualitative, des pratiques marginales pour comprendre le changement social induit par la dynamique des normes sociales dans la sphère familiale qui est la plus petite représentation de la société. La mise en œuvre du projet va durer 38 mois. C'est vrai, nous sommes dans les derniers mois. Le projet va être terminé, clôturé à la fin de cette année 2023. Et nous sommes dans la phase de dissémination des résultats. Le projet a mis l'accent sur l'évolution des normes sociales à travers les configurations familiales qui ne coïncident pas avec les attentes sociales et les normes de genre qui prévalent, comme la monoparentalité, le célibat tardif, la situation des femmes et des hommes sans enfants au Togo,
au Burkina Faso et à Madagascar. S'agissant du Togo, il est apparu, comme dans beaucoup de sociétés africaines, que la société togolaise revêt une structure patriarcale où le mariage est valorisé socialement et représente le cadre moralement requis pour avoir des enfants. Aux hommes, on attribue le rôle de pourvoyeur de revenus et aux femmes, on attribue souvent le rôle de gestionnaire du foyer. De ce fait, les personnes en dehors de ces attentes sociales sont exposées aux critiques et à des formes de stigmatisation souvent prononcées, aux conséquences parfois très impactantes sur leur vie personnelle et professionnelle. Chers participants et participantes, mesdames et messieurs, avant que les voix les plus autorisées, je voudrais parler de la représentante des chercheurs à cette conférence de presse, ne prennent la parole pour mieux vous expliquer les résultats issus des recherches. Je voudrais saisir l'occasion de saluer l'Agence nationale de la recherche France, ANR, pour avoir financé ce projet de recherche. Je voudrais également saluer les chercheurs du Laboratoire pour la population, l'environnement et le développement, sans qui ces études n'auraient pas pu être réalisées. Ensuite, mes collègues du UDAF Afrique de l'Ouest, qui ont été tous un marqueur important du projet. Et enfin, vous, les membres des organisations de la société civile, ainsi que les journalistes et hommes de médias qui sont parmi nous et qui ont bien voulu faire le déplacement pour assister à cette conférence de presse. Donc, je vous remercie dans un premier temps pour votre aimable attention et je laisse la parole à Fabrice pour la suite. Merci beaucoup, Madame Mathilde. Comme précisé tantôt, comme Madame Mathilde aussi l'a dit, on va laisser la parole à la chercheuse qui va mieux nous expliquer ce que l'on attend de cette conférence, ce qui va ressortir de cette conférence. Donc sans plus tarder, je vais lui passer la parole afin de mieux nous expliquer ce que l'on doit comprendre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Fabrice. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter les résultats de la recherche menée dans le cadre du projet MARGE. Je ne vais plus revenir sur certains points que Mme Mathilde a abordés. Pour commencer, je vais dire que la présente recherche a utilisé une méthodologie basée sur deux approches complémentaires. Une approche quantitative qui a consisté en l'utilisation des données d'enquête nationale. Quand nous parlons d'enquête nationale, c'est les enquêtes démographiques et de santé, des recensements de population. Et une approche qualitative basée sur l'élaboration d'une revue documentaire, sur les thématiques du projet et la réalisation d'une enquête socio-anthropologique sur le célibat tardif et ou l'absence d'enfants auprès d'hommes et de femmes à Lomé de novembre 2021 à avril 2022. L'analyse secondaire des données d'enquête a permis de mettre en lumière des résultats sur deux principales questions. Il s'agit de la question du célibat tardif et celle du mariage sans enfant. Le célibat tardif concerne des femmes et des hommes qui, du point de vue des normes sociales locales, ont dépassé la période attendue pour se marier. La recherche a considéré qu'une personne âgée de 30 à 49 ans qui n'a pas encore été mariée ni en union coutumière, religieuse, civile ou libre, est en situation de célibat tardif. Selon les données des enquêtes nationales, on observe une tendance à l'augmentation du célibat tardif au Togo, et plus particulièrement en milieu urbain et surtout à Lomé. Le nombre des femmes célibataires augmente surtout dans les groupes d'âge 30-49 ans et particulièrement à Lomé. L'analyse secondaire des données a également permis d'observer un recul de l'âge à la première union. Ainsi, de 1988 à 2013,
l'âge auquel la moitié des femmes de 25 à 49 ans est en union se présente comme suit. C'est l'âge médian. Donc en 1988, c'est 18,3 ans. 1998, 18,8. 2013, 20 ans. Ce recul est plus intense dans les villes parmi les femmes éduquées et issues de ménages aisés. Les tendances observées dans l'analyse des données nous ont amené à poser un certain nombre de questions. Ces tendances traduisent-elles une désaffection pour le mariage en milieu urbain ou bien une évolution des formes et des pratiques d'alliance? À quoi s'exposent les personnes qui ne sont pas mariées alors que l'entourage s'attend à ce qu'elles le soient? Quelles sont les problématiques sociales que ces situations soulèvent? Donc, à la suite de ces différentes questions, nous sommes allés vers la population de Lomé pour réaliser une enquête socio-anthropologique sur les questions du célibatalité ou l'absence d'enfants au sein des groupes mariés. Cette enquête nous a permis de nous entretenir avec 20 hommes et 20 femmes. Et c'est qui ces 20 hommes, ces 20 femmes? C'est des célibataires avec enfants, des célibataires sans enfants, des mariés avec enfants, des mariés sans enfants, des divorcés avec enfants, des veuves avec enfants ou des personnes en union libre avec enfants. Les récits recueillis auprès des participants nous disent que les facteurs retardant ou empêchant le mariage du côté des femmes sont l'allongement de la scolarisation des filles, la réussite professionnelle des femmes, l'accroissement de leur autonomie financière et l'épanouissement personnel des femmes hors des cadres du mariage et de la maternité. La réussite professionnelle des femmes suscite des tensions. L'indépendance économique des femmes constitue une menace pour l'autorité des hommes. Il y a une participante qui nous a confié que les hommes se répulsent des femmes accros au travail. Nos analyses révèlent que du côté des hommes, les facteurs retardant ou empêchant le mariage sont liés à leur aspiration. Nous avons remarqué que des hommes aspirent pour un modèle de femme docile, dépendante selon le système patriarcal. Mais dans la réalité, en fait, ils font face à certaines pressions, notamment des demandes d'argent de la part de la femme et de sa famille, une faible capacité financière et une ingérence des membres de la famille et de la belle famille dans les affaires de couple. Les récits nous disent également que les logiques sociales qui sous-tendent le célibat tardif pour les hommes et les femmes sont l'existence dans le contexte togolais de principes sociaux soutenus en fait par des pratiques religieuses qui imposent parfois un processus de mariage à plusieurs étapes. Nous savons que le mariage coutumier au Togo, c'est à plusieurs étapes. Il y a l'étape de la connaissance des parents, après la petite dot, et après la grande dot pour le mariage coutumier, ayant souvent une incidence sur le célibat des femmes et des hommes. Selon nos interlocuteurs, l'imposition de principes et des étapes d'union est également soutenue par certaines confessions religieuses. Il y a certaines confessions religieuses, surtout d'obédience pentecôtiste, qui soutiennent vraiment le principe de mariage à plusieurs étapes, avec d'autres impositions et principes, ce qui justifie le célibat tardif. En ce qui concerne les représentations du célibat tardif, nos entretiens révèlent que le célibat tardif des femmes est stigmatisé car associé à une sexualité débridée, à la prostitution. Ces femmes sont souvent traitées de vieilles filles, prostituées, filles trop sélectives, trop ambitieuses, insoumises, possédées ou encore voleuses de mari. Pour ce qui est des représentations du célibat tardif des hommes, nos analyses révèlent que les stigmates sont orientés vers le manque de virilité et l'irresponsabilité. Ces derniers sont souvent traités de pingres, d'impuissants sexuellement et de stériles. Les participants à l'étude, en parlant du vécu du célibat tardif par les hommes et les femmes,
ont souligné le fait qu'ils reçoivent dans leur entourage des questions incessantes sur le maintien du statut du célibat. Ils subissent des insultes et des moqueries. Ils sont souvent harcelés par des proches qui leur font des propositions d'arrangement de mariage. Ils subissent un manque de considération dans leur famille. Souvent dans les réunions de famille, on ne leur donne pas la parole. On fait fi de leurs propositions. Et de même, sur le plan professionnel, on hésite à leur confier des responsabilités. Tout ceci entraîne auprès de ces personnes un sentiment de malaise et de tristesse. Quelle stratégie mettent-ils ou-elles en place pour garder la face? Les discours recueillis auprès de femmes révèlent qu'elles évitent d'habiter dans une cour occupée par d'autres mères célibataires pour ne pas être assimilées par le voisinage à un groupe mal apprécié socialement. Cela permet de gagner en discrétion et en tranquillité. Parfois, elles montent sur leur statut en inventant un faux mari. Il y a certaines qui disent que leur mari est à l'étranger pour voiler la face. Pour les hommes, les récits nous disent qu'ils argumentent les bienfaits du célibat sur le plan sexuel. Tu as la possibilité de changer de fille. Et ils se vantent. Mais en fait, c'est une stratégie. Parfois, ils se font souvent accompagner par une fausse compagne à des cérémonies pour ne pas attirer l'attention des personnes sur leur statut de célibataire. Nous allons à présent passer aux résultats de la recherche concernant le mariage sans enfant. Le mariage et la fécondité sont fortement associés dans l'inconscient collectif togolais, si on peut le dire. Donc, on attend que le couple marié ait des enfants. Lorsqu'on sort de cette norme-là, les couples sans enfants sont exposés aux critiques et à des formes de stigmatisation plus ou moins prononcées et parfois aux conséquences qui impactent leur vie personnelle et professionnelle. Les récits recueillis révèlent que les femmes sans enfants subissent la pression de l'entourage et cette pression se révèle à travers des questions constantes sur l'arrivée de l'enfant. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu n'as pas encore d'enfant? Parfois, c'est des soupçons d'infertilité, un manque de respect dans la famille, et ceci entraîne un mal-être et un sentiment de rejet. Au niveau des hommes, c'est les mêmes vécus qui nous ont été révélés, des questions constantes sur l'arrivée de l'enfant. Mais en plus de cela, nos interlocuteurs ont souligné des soupçons d'impuissance. Est-ce que ton chat arrive à attraper la souris? Des questions de membres de la famille pour prendre une seconde épouse. On vient voir le monsieur et on lui dit si tu n'arrives pas à trouver une autre femme, nous-mêmes nous allons te trouver une femme qui va te faire des enfants. Et quelles sont les stratégies pour garder la face? L'analyse des données a permis de mettre en exergue quelques stratégies que ces personnes qui vivent sans enfants utilisent. Il y a la prise de distance par rapport à la famille. Donc, on va louer très loin de la famille. On refuse souvent de se présenter aux regroupements familiaux pour éviter des critiques. Il y a également la protection de la conjointe, faire en sorte que les membres de la belle famille ne s'adressent pas directement à sa conjointe. Il y a des hommes qui nous ont dit, ils ont essayé de négocier avec leur famille. Si vous avez quelque chose à dire à mon épouse, passez par moi, je lui passerai le message pour éviter la frustration à cette dernière. En conclusion, nos analyses révèlent que le célibat tardif est de plus en plus fréquent dans les villes et reste socialement peu valorisé, voire marginalisant, et ce, pour les femmes comme pour les hommes. Cependant, les représentations associées à ce statut sont davantage orientées sur le manque de moralité et la dépravation pour les femmes, alors que pour les hommes, c'est leur virilité qui est soumise à caution. Le célibat tardif est moins le résultat d'un choix délibéré,
que d'incidences de contraintes. En fait, on a remarqué que dans les pays du Nord, les gens choisissent délibérément d'être célibataires. Mais ici, notre étude a révélé que ceux qui sont célibataires à un âge donné, en fait, ce n'est pas un choix délibéré, ils aspirent toujours au mariage et c'est des difficultés qui font qu'ils sont maintenus dans ce statut de célibataire. Les femmes et les hommes en situation de célibatarité tendent à vouloir être comme les autres. Tous attendent d'être mariés et d'avoir des enfants. En pratique, les individus sont cernés par les attentes sociales d'une part et les aspirations et contraintes personnelles d'autre part. Il y a toujours les attentes qui sont là. On attend de faire ci, de faire ça. Et il y a leurs aspirations personnelles et puis il y a des contraintes autour de ces personnes. Les hommes considèrent que le coût de la dot devient un obstacle au mariage. Nous avons dit tantôt que le mariage coutumier est toujours maintenu au Togo et que cela se fait en plusieurs étapes. Connaissance des parents, petite dot, grande dot, tout ça là, ça génère des sous. Ou bien ça demande assez de sous. Certains pratiquent le raccourci, qui consiste à faire un enfant avec la partenaire pour convaincre les familles de sceller l'union s'étalant sur plusieurs étapes. Les hommes célibataires critiquent aussi de plus en plus la norme consistant à leur faire porter toute la charge économique du foyer. Ils souhaitent avoir une femme qui participe aux dépenses du foyer tout en conservant leur autorité. Les hommes veulent toujours être chefs de famille, mais ils veulent que la femme soit docile, mais qu'elle participe quand même aux dépenses du foyer. Les femmes, quant à elles, désirent être une bonne épouse tout en étant autonomes économiquement. Il faut concilier le travail et la famille, ce qui suscite souvent des tensions dans la mise en union. C'est pour cela que certaines repoussent à plus tard l'union. Elles veulent exceller dans leur carrière professionnelle. Les personnes mariées sans enfants décrivent des ressentis similaires à ceux évoqués par celles qui vivent en situation de célibat tardif. Mais les pressions de l'entourage que subissent les femmes sans enfants sont accentuées par l'horloge biologique. Donc plus l'âge avance, plus elles subissent la pression. Voilà présenté de façon ramassée ou succincte les résultats de la recherche sur le célibat tardif et le mariage sans enfant à Lomé. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Jumeka. Des résultats, je pense que nous tous nous avons entendu les résultats des recherches. De ces résultats découlent plutôt un certain nombre de propositions qui constituent des pistes de solutions. Je vais ainsi passer la parole à Madame Mathilde pour cette dernière. Merci. Merci, Patrice. Après la présentation de la synthèse des résultats des études et des impacts sur les populations, nous suggérons, dans le cadre de notre plaidoyer, d'explorer les pistes de solutions suivantes pour faire évoluer les lois et les normes sociales pour une meilleure protection des femmes et des hommes vivant des situations marginales à travers ces pistes de solutions. Premièrement, comment réfléchir à soutenir psychologiquement et socialement les personnes en situation de célibat ou en couple sans enfants qui vivent dans le mal-être. Réfléchir à comment réduire toutes les formes d'injustice en lien avec le statut de célibataire dans les familles et sur les lieux de travail. Réfléchir également à comment peut-on agir sur les pressions des familles, sur la vie des personnes qui vivent aux marges de certaines normes, telles que le mariage, l'absence des enfants. Et enfin, réfléchir à que faire de la pression de certains principes religieux qui peuvent tendre parfois à tarder les unions. Donc voilà quelques pistes de réflexion que le WIDRAF Afrique de l'Ouest
met sur le tapis pour que nous puissions tous ensemble collaborer et aller de l'avant pour faire le plaidoyer au niveau étatique, au niveau de nos communautés, auprès des représentants religieux coutumières pour faire évoluer les normes sociales et changer la vision de notre société à l'égard des marges, des personnes marginalisées par rapport à ces principes qui sont le célibat, l'absence d'enfants dans notre culture. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Je vais repasser la parole à Patrice qui va organiser le débat par rapport à cette. Merci beaucoup, Duo, pour avoir non seulement présenté les résultats, mais aussi les pistes de solutions. Je pense qu'on va passer à la phase des questions et réponses. Pour cette phase, on va procéder, je pense, comme suit. Une question, une réponse, si ça vous va. C'est bon? Ok. Bon, et puis la question peut provenir de tout le monde. Oui. Donc, première question. Bonjour, chers participants. Ma question est toute simple. Je n'ai pas compris pourquoi à Lomé, on enquête sur 20 femmes. 20 personnes. Je trouve quand même que c'est peu pour la population que nous sommes. C'est ma première question. Parce que je me dis que ça ne reflète pas réellement l'image que nous, en tant que société civile, nous vivons dans notre pays. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vais donc passer la parole à madame Tuleka pour la réponse. Merci pour la question. En fait, c'est une recherche scientifique. Et comme j'ai dit, nous avons utilisé la méthode qualitative. Et dans la méthode qualitative, l'accent est plutôt mis sur les données que nous recevons auprès des personnes. Et on parle de saturation des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que nous enquêtons des gens et que nous remarquons qu'il n'y a plus de nouvelles informations que cette personne-là donne, nous avons déjà atteint le niveau de saturation. Et il n'y a pas de représentativité qui est en œuvre dans l'utilisation de cette méthode-là. Mais comme je l'ai déjà dit, l'accent est plutôt mis sur la qualité des données. Qu'est-ce que les gens nous disent? Et quand on continue, on voit que c'est la même chose qui ressort de ces personnes-là. Nous avons déjà atteint notre niveau de saturation et nous faisons notre analyse. Mais ce que j'allais ajouter, c'est que il y a eu l'approche quantitative qui a repris les données des enquêtes déjà réalisées au Togo. Et il y a eu l'analyse secondaire de cette donnée-là qui a déjà fait ressortir des résultats. Et le CALI vient compléter ces résultats. Donc ce n'est pas seulement, l'étude ne s'est pas seulement basée sur 20 femmes, ça c'est le CALI qui s'est basé sur 20 femmes et 20 hommes, mais au préalable, il y a eu l'analyse secondaire des données d'enquête déjà réalisées au Togo. Et c'est les mêmes tendances, c'est les tendances que le CANTI a fait ressortir. C'est cette tendance-là que le CALI est venu compléter par la compréhension. Qu'est-ce que les gens, pourquoi cette situation-là, comment est-ce que les gens justifient ça, comment est-ce qu'on peut comprendre ça. C'est ce que je peux dire pour répondre à votre question. Merci. Je voudrais aussi préciser que cette question avait aussi effleuré le 8 DAF. On avait également posé cette question et la réponse des chercheurs était que les personnes enquêtées, les entretiens ne duraient pas 1 heure, 2 heures. On peut recommencer, on peut prendre des heures, des jours pour enquêter la même personne et recueillir les informations.
Donc c'est un échantillon, mais qui ont donné beaucoup d'informations par rapport à la situation qu'ils vivent. Merci. C'était un ajout. Ok, prochaine question. Bonsoir, moi c'est Ali Carmen, je suis journaliste à l'agence Afrique Presse. Ok. J'ai deux questions, peut-être trois aussi, bon, je ne sais pas. La première, c'est de savoir quel est le but, ou bien l'objectif visé à travers cette étude. Et pour savoir quelle sera sa finalité, qu'est-ce que vous recherchez finalement. Et aussi la deuxième question, Madame Santana a énuméré des pistes de solutions, mais qui ont été seulement des interrogations. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera fait suite à ces interrogations. Ma troisième question, parmi les indices énumérés par Madame Toudeka, je pense qu'elle n'a pas parlé de pauvreté. Ma question, c'est de savoir si les personnes interviewées n'ont pas évoqué la pauvreté. Et je veux parler de la situation de célibat comme une cause ou un facteur, j'allais dire. Un petit commentaire. Madame parlait aussi de... Il faisait une comparaison de ce qui se fait ailleurs. Les gens choisissent d'être célibat. Puisque moi, je considère l'autre aspect, c'est-à-dire le mariage sans enfant, comme un handicap. Donc, je ne sais pas si vous acceptez ça. Oui, selon nous, je considère ça comme un handicap. Maintenant, c'est pourquoi je ne m'attaque pas trop à cet aspect. Maintenant, le second, le célibat, vous disiez qu'ailleurs, les gens choisissent d'être célibataires. Est-ce que vous avez rencontré les gens ici aussi qui vous disent que c'est un choix qu'ils ont fait, c'est-à-dire je décide d'être célibataire? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Je vais commencer par la dernière. Est-ce que nous avions rencontré des gens qui choisissent aussi d'être célibataires? Je peux dire qu'à Lomé, dans notre étude, parmi toutes ces personnes-là, il y a une seule personne qui... Mais est-ce qu'elle a choisi? Non, elle n'a pas choisi. Elle a un enfant. Elle a décidé finalement. Donc, ce n'est pas un choix. C'est les difficultés de la vie, les échecs amoureux, les échecs d'histoire, d'amour, les blessures. Elle a un boulot aujourd'hui, elle a sa maison, elle a son enfant. Elle se dit à quoi bon avoir ces douleurs-là avec des hommes qui ne cherchent qu'à bouffer mes sous. Et oui, en fait, ce sont ces paroles, ces hommes-là qui ne cherchent qu'à bouffer mes sous. Parce que j'ai remarqué que s'ils sont là, c'est parce qu'ils voient que je suis dans ma maison et que je vis très bien, ils veulent profiter de moi. Donc, je mets un arrêt. Sinon, pour tout le reste, là, les 39, ils aspirent toujours au mariage. Maintenant, concernant le fait que vous parlez d'handicap, ça c'est votre opinion d'handicap, ça c'est votre opinion personnelle. Je ne pense pas que je vais réagir là-dessus. Ce que je peux préciser, c'est que les données, enfin les résultats présentés ici, ce sont ce que les gens nous ont dit. Les discours, l'analyse des discours qu'on a recueillis auprès des gens. Donc c'est en fait ça qu'on vient vous présenter ici. Et pour la question concernant quel est le but visé à travers cette étude, c'est vrai que Madame Mathilde en a parlé dans son introduction, je ne suis pas revenue là-dessus, mais je peux dire en fait que nous sommes des chercheurs en fait qui s'intéressent
aux questions en lien avec les familles. Donc on parle de dynamique familiale, tout ce qui tourne autour de la famille, c'est ces questions-là en fait qui nous intéressent. Et de temps en temps, on essaie de trouver des questions de recherche et qui touchent la famille et on voit comment est-ce que ça évolue dans le temps et voilà. Et cette étude-là, ou ce projet, c'est un projet en fait qui est réalisé dans 3 pays et 3 capitales. Il y a Ouagadougou au Burkina Faso, il y a Lomé au Togo et il y a Tananarive à Madagascar. C'est pour des fins de comparaison, voir ce qui se passe aussi ailleurs. Et puis il y a des écrits, il y a des chercheurs aussi qui s'intéressent aux questions familiales, qui ont déjà écrit sur la famille et tout ça. On va essayer de voir est-ce que les choses ont évolué dans le temps ou comment est-ce que ça se présente. Et voilà, ces questions-là de célibat tardif et de mariage sans enfant, c'est des questions entre guillemets sensibles, les gens n'en parlent pas trop. Donc c'est ça qui fait l'originalité, l'authenticité de cette recherche-là que nous avions eu à effectuer, que nous continuons, les réflexions continuent autour de ces questions-là. Et l'objectif de la présente recherche menée au Togo, c'est d'analyser les problématiques que traversent les personnes en situation entre guillemets hors norme, puisque c'est des gens qui sont marginalisés, c'est des gens qui sont insultés, c'est des gens qui ne sont pas acceptés, qui vivent des douleurs qui ne se disent pas sur le plan familial. Et parfois, ça va jusqu'au plan professionnel, où ces gens ne reçoivent pas de promotion, on refuse de leur confier des responsabilités. Donc voilà, l'objectif de cette étude, en fait, c'est de faire entendre les vécus, les perceptions autour de ces questions-là, pour qu'on y réfléchisse. Et voilà que le UIDAF va mener des actions de plaidoyer pour qu'au moins ces personnes-là se sentent libres, parce qu'elles-mêmes, elles n'ont pas choisi en fait. Ceux que nous avons rencontrés n'ont pas choisi de vivre ces situations-là, mais en fait, elles subissent ça. Voilà ce que je peux dire. Merci. D'accord, merci. Pour répondre à la question, pourquoi les pistes de solution? Les pistes de solution, c'est pour que tout le monde mène des réflexions par rapport aux résultats qui nous ont été présentés. Le projet a passé sa première phase. Je vous ai dit que d'ici la fin de l'année 2023, les chercheurs vont finaliser les rapports des recherches et sûrement vont passer à une autre étape. Peut-être qu'eux-mêmes vont rechercher des financements pour qu'on puisse faire des plaidoyers, interagir pour pouvoir changer la vision de nos sociétés. Madame Marie nous a dit tout à l'heure que cette recherche est menée dans 3 pays à titre de comparaison. Donc il y a d'autres activités qui vont suivre. Mais ces pistes de recherche peuvent servir aux étudiants dans les écoles, dans les universités, qui peuvent mener leurs travaux de recherche sur ces thématiques-là. Comment ils vont contribuer à ce que la société change de mentalité. La société change de mentalité. Tout à l'heure, vous-même, vous avez dit que ailleurs, c'est choisi. Les gens choisissent délibérément d'être célibataires pour ne pas avoir de problèmes, pour des raisons personnelles. Mais dans notre pays, dans les 3 capitales, là, on a constaté que être célibataire devient un poids pour ceux qui n'ont pas choisi, mais qui le subissent. Donc voilà, nous avons essayé entre nous ici de proposer ces pistes de solutions. D'autres peuvent, vous pouvez en rajouter, d'autres peuvent donner d'autres pistes de solutions, mais le UIDAF a choisi d'agir sur ces questions-là, voir comment on peut, avec nos plaidoyers, avec d'autres projets qu'on pourrait élaborer par rapport à ces questions-là, aider les gens à se sentir à l'aise, mieux dans leur peau, parce que personne n'a choisi d'être ce qu'il est. Voilà, nous qui croyons, nous qui avons les croyances religieuses, nous pensons que c'est le Tout-Puissant qui nous guide ou bien qui fait de nous ce que nous soyons. D'accord, voilà. J'espère que vous êtes satisfait des réponses qu'on a données. Merci. Merci beaucoup. Question?
il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Et parlant précisément de la représentativité, je peux dire que c'est une question très sensible. Et si on parle de ça, certains peuvent ne pas vouloir s'afficher et peuvent fuir ça. Ça peut réduire le champ de l'enquête aussi. Donc c'est un élément que je vais apporter pour compléter la réponse de la chercheuse. Merci. Merci beaucoup, M. Chomana. Une autre question? Une réaction. Ok. Moi, c'est Socrate qui je voudrais réagir par rapport à l'intervention du journaliste. De ce qu'on comprend de la situation qui a été présentée, c'est que les cas de mariage tardif sont analysés comme un fléau social. Et ces personnes-là vivent un mal-être. Donc quand le frère, le journaliste, en tout cas c'est son opinion, comme l'a dit madame, qualifie la situation de handicap et en même temps demander quel est l'objectif de la recherche. Je crois que l'objectif de la recherche à long terme c'est de déconstruire ces préjugés-là. Parce que potentiellement s'ils considèrent ces personnes comme étant des handicapés, je crois que ça participe d'une manière ou d'une autre à plonger les personnes là dans leur mal-être. Donc l'objectif de la recherche, c'est de déconstruire ces genres de préjugés. C'est ce que je voulais dire. Bon, je ne sais pas si vous avez bien reçu mon message. Merci beaucoup, M. Kéléou. Moi aussi, je vais ajouter quelque chose. En fait, et par rapport à votre question, notamment l'aspect handicap. Parce que, bon, effectivement, et pourquoi est-ce qu'on se marie? N'est-ce pas? C'est pour avoir des enfants. Lorsque vous vous mariez, vous n'avez pas d'enfants et il y a quelque chose qui ne va pas. Et certaines personnes peuvent le considérer comme un handicap. En réalité, cette étude-là, effectivement, comme l'a précisé mon camarade, c'est pour déconstruire en quelque sorte ces imageries-là, ces manières de penser, en fait. Pourquoi? Parce que il y a par exemple des personnes qui peuvent se marier et décider de ne pas avoir d'enfants. Ça existe. Il y a par exemple des personnes qui sont mariées, mais qui n'ont pas cette possibilité-là d'avoir des enfants, notamment par rapport à l'aspect économique dont vous avez parlé. Il y a plein de situations. Donc, en réalité, cette étude-là, en quelque sorte, c'est pour déconstruire aussi cette manière de penser, ces mentalités-là. Donc, voilà. J'aimerais rebondir. J'ai posé la question en deux temps. J'ai parlé aussi du questionnaire et de la réponse des intervenants. Et madame me faisait croire qu'il n'y a qu'une seule personne dans le lot qui a évoqué d'avoir décidé, dans notre société ici, puisque la quête s'est basée sur une société donnée, qu'ici, il n'y a qu'une seule personne qui a évoqué l'aspect, ou bien de dire que non, c'est la décision de rester dans le célibat. Ça veut dire qu'on peut conclure que dans la société togolaise, choisir de ne pas avoir un enfant, ou bien être célibataire, plutôt j'allais dire être célibataire, mais pas, ce n'est pas un problème. Donc c'est pourquoi je parlais de handicap pour ceux qui sont mariés, puisqu'ils sont mariés, eux on peut dire que bon, ils ont notre compassion parce qu'ils sont dans leur couple, ils sont dans leur mariage, et ils ont fait leur mariage, mais jusqu'à là ils n'ont pas d'enfant. Et je pense aussi que dans les réponses, vous allez ou bien en analyser un peu notre société, on sait aussi que nous avions un peu de compassion envers ces personnes. Mais généralement, pour ceux qui ont décidé d'être célibataires, ça revient un problème. La plupart des soucis évoqués, c'est le chômage. J'ai aussi posé la question de savoir sur l'objectif visé. Je crois qu'on allait me parler plutôt d'avoir un impact sur tout le côté professionnel. Je sais qu'il y a certains emplois. Quand vous allez à l'entretien, on vous pose la question de la situation matrimoniale. Vous l'évoquez et ça pénalise parfois lors des entretiens. Ça pénalise. Mais est-ce que cela n'est pas propice aussi à notre société? Peut-être.
puisqu'on parle d'une société et d'une autre société, est-ce qu'on va essayer de... Ça ne serait pas un peu forcer la société togolaise à faire comme une autre société si on veut toujours répondre à cette question? Bon, en réalité, hein, ce n'est pas pour ça qu'elle a répondu. Peut-être ça peut constituer une réflexion, peut constituer de pistes, de solutions, de travail, de recherche, je ne sais pas. Excusez-moi si... C'est un débat en fait. Mais tu as dit beaucoup de choses. Je voulais en fait revenir. C'est vrai que en répondant aux questions, je n'ai pas répondu à des questions de faible capacité, de pauvreté. J'ai dit ça, que des gens ont mentionné la faible capacité financière. Surtout ça, même en parlant de mariage à 3 étapes là, c'est quoi? C'est l'argent. Les gens qui n'arrivent pas à formaliser leur union, c'est ça aussi. Quand vous allez connaître la famille, il faut apporter une bouteille. La petite dot, il faut apporter des bouteilles. Et c'est là où on vous remet la liste pour la grande dot. Donc tout ça là, c'est une question d'argent. Maintenant, la recherche en fait, il y a une différence entre la recherche et l'action. Les chercheurs, très souvent, fouillent pour comprendre. Ils vont interroger les gens, recueillir ce que les gens pensent, leur avis, leur vécu et tout. Ils font un rapport et ils s'arrêtent là. Maintenant, c'est l'action, c'est à l'action de prendre cette recherche-là pour mener des actions, pour changer ce qui ne va pas dans la société. Le chercheur ne fait pas ça. Le chercheur s'arrête à un niveau, il pose des questions. Pourquoi ça? Pourquoi il met tout? C'est des pourquoi. Les réponses au pourquoi. Et il s'arrête. Maintenant, ce que j'aimerais rappeler aussi, c'est le groupe de chercheurs qui a fait cette étude-là. C'est des chercheurs du Nord et des chercheurs du Sud. C'est un groupe de chercheurs français et françaises. Et il y a des gens de Madagascar et du Togo, du Burkina, qui se sont mis ensemble pour faire cette recherche-là. Et les écrits, le chercheur, quand il fait sa recherche, il doit avoir une idée sur l'état des lieux. Qu'est-ce que les chercheurs qui ont déjà sillonné ce terrain ont écrit? Quels sont les résultats? Pour ne pas redire les mêmes choses, mais aller plus en profondeur pour faire ressortir ce que eux ils n'ont pas dit. C'est en fait ça le rôle du chercheur. Et ce que j'allais ajouter aussi, il y a cette particularité-là qu'a notre société. La société, on parle de société patriarcale, où le mariage reste toujours valorisé. Et c'est des questions. Vous avez parlé de beaucoup de choses. Ça, c'est. Quand je dis en fait que c'est votre opinion, c'est pour dire en fait que quand on prend plusieurs personnes, on aura plusieurs versions. Chacun parle selon son histoire, selon son vécu, selon tout ce qu'il vit, son environnement et tout. Mais ce que nous ne devons pas perdre de vue, c'est que aujourd'hui, dans nos sociétés ou dans nos familles, les personnes qui vivent les situations de célibat tardif ou de mariage sans enfant sont des personnes en fait qui subissent des insultes ou vivent des trucs bizarres en fait qui font qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer. Madame Mathilde l'a dit, dans notre recherche là en fait, il faut voir comment est-ce qu'on a essayé de recueillir le récit auprès de ces personnes-là. Parfois, c'est des pleurs, vous vous arrêtez, après vous revoyez la personne et on essaie de faire le tour. Ce n'est pas un questionnaire, mais c'est un entretien ou un récit de vie où on a fait la trajectoire familiale depuis la naissance, professionnelle, amoureuse, matrimoniale s'il y en a, jusqu'au moment de l'enquête. Donc, ça a été plusieurs séances d'entretien et plusieurs pages de transcription. Il y a des transcriptions qui allaient à 300 pages sur la vie d'une personne. Et c'est ce que nous avions analysé pour faire ressortir
les principaux éléments, si je peux le dire, que nous avons présentés. Voilà ce que je peux dire. Je ne sais pas si c'est un débat ainsi, il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose. Il y a on va donner la parole à celles qui n'ont pas donné. Et puis on va revenir vers vous, il n'y a pas de problème. Oui, merci beaucoup. Madame Tate Hélène Arafia. Vous avez parlé de 3 pays dans lesquels vous avez fait l'entrée. Je voulais savoir si vous avez fait une comparaison des recherches dans les 3 pays, parce que chaque pays, chaque peuple, chaque culture, donc vous ne trouverez pas les mêmes résultats textuellement, mais il y aura quand même une nuance. Et donc c'était ma première question. Et la deuxième, nous parlons de célibatariat, c'est ça, et de la stérilité. Mariage sans enfants. C'est-à-dire les gens font le mariage et parce qu'ils ne font pas d'enfants, ils divorcent, ils deviennent célibataires. Et vous avez aussi relevé, je ne sais pas si vous avez pu relever le poids des relations interculturelles et le choc de l'Occident sur la vie et ensuite les violences, les différentes violences dans la vie d'une personne depuis sa naissance, tout ce que la personne a vécu dans son enfance qui l'a marqué et qui l'a amené à devenir célibataire, et aussi l'âge du mariage. Souvent au Togo, ou je ne sais pas, dans l'Occident aussi, à 25 ans, on fait bloum bloum, la Sainte Catherine. Donc la personne ne trouve plus de mari, c'est difficile, le mariage devient difficile. Je vais ajouter pour l'infertilité, l'utilisation des produits. Et la contraception, est-ce que la contraception par hasard aussi n'a pas un effet sur tout ce que nous disons? Merci. Merci beaucoup pour vos questions. Ce que je peux dire, c'est que les réflexions se poursuivent. Vous avez parlé de est-ce que nous avons fait des comparaisons. Je dirais pas pour le moment. Chaque pays continue à faire ses recherches, mais dans un futur très proche, on va essayer de faire des comparaisons. On va publier des articles qui vont se baser sur la comparaison de ces 3 pays-là. Maintenant, le poids des relations interculturelles. Je ne sais pas ce que vous avez mis dedans, le poids des relations interculturelles. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ça. Le choc de l'Occident. Bon, est-ce que c'est dire que... Est-ce que l'Occident n'a pas d'influence sur nos vies ici? Avec les technologies de l'information et de la communication, c'est qu'il y a toujours une influence. Il y a toujours une influence. Mais ce que nous avions remarqué, c'est que nous-mêmes, notre manière de vivre ici, dans nos contextes, l'éducation qu'on donne et tout ça, ça aussi a un poids. Un poids, selon dans les discours, ce que les gens ont dit, en fait, la situation qu'ils vivent aujourd'hui, c'est l'éducation, c'est leur histoire. Vous allez voir qu'il y en a qui ont eu des parents qui ont été séparés très tôt. Il y en a qui ont vécu dans la monoparentalité. Donc il y a ça, la polygamie. Donc je peux dire qu'il y a l'histoire de la personne qui joue aussi sur ce qu'elle vit aujourd'hui.
Maintenant, à l'Occident, le mariage devient difficile. C'est vrai qu'ici aussi, on a vu que et à un âge donné. D'abord, les chercheurs là-bas ont accepté aussi que le mariage est toujours un statut valorisant et valorisé. Donc, tout comme en Afrique ou en Europe, le mariage demeure un statut valorisant et valorisé. Mais c'est vrai que quand la personne a un enfant ou a déjà connu des échecs et que l'âge est avancé, cette personne-là a du mal à trouver un conjoint sur le marché matrimonial. Donc, les hommes préfèrent celle qui n'a pas encore d'enfant que celle qui a déjà un enfant qui s'est séparé. Selon les discours qu'on a recueillis, ces personnes peinent à trouver facilement un conjoint sur le marché matrimonial. Maintenant, pour ce qui concerne la contraception et tout, il faut dire que nous n'avons pas encore analysé toutes les données que nous avions recueillies. Nous sommes en train, les réflexions continuent et c'est vrai que nous allons essayer de voir cet aspect-là, si c'est ressorti, s'il y a des gens qui ont mentionné la contraception comme cause de leur infertilité. Mais vous aviez dit que des gens qui se marient, qui se divorcent et qui deviennent célibataires. En fait, si nous avions choisi le célibat tardif et le mariage sans enfant, c'est par rapport au titre même de la recherche. Le projet s'intitule « Des marges aux normes ». Pour dire quoi? En fait, c'est parce que ces personnes-là sont marginalisées qu'on essaie de s'intéresser à ce qu'elles vivent dans leur marginalisation là. Qu'est-ce qu'elles vivent? On ne les accepte pas, on a du mal à les accepter dans la société. Qu'est-ce que ces personnes-là vivent? Et en observant, je peux dire que les premiers chercheurs sur ces questions-là ont dit, tiens, il y a le célibat tardif qui est vraiment marginalisé. Il y a le mariage sans enfant qui est aussi marginalisé. Mais on n'a pas regardé si des gens, si la marge provient du fait qu'il y a eu divorce et que ces personnes-là deviennent célibataires. Voilà. Ok, d'accord. Je pense qu'on ne va pas. Oui, encore une seule question et puis on va Moi, c'est Yves Leblanc, je suis journaliste à Radio Canal FM. Je m'excuse d'arriver un peu en retard au début de cette conférence. J'ai une question. Tout d'abord, je ne sais pas quand est-ce que l'étude a été réalisée. Je ne sais pas si l'étude a été réalisée les 5 dernières années ou les 10 dernières années de notre ère. Simplement que je suis étonné. Je découvre ici que les célibataires tardifs ou ceux qui ont des mariages sans enfants sont marginalisés dans notre société. Les 5 et 10 dernières années, je ne pense pas que c'est un problème dans notre société. Mais plutôt ces gens sont acceptés. Ils sont acceptés. C'est au contraire. Ceux-là qui ont des enfants, ceux-là qui vivent en couple, qui sont plutôt marginalisés. Quelqu'un qui a des enfants, on le considère comme un cas social. C'est-à-dire que c'est une charge pour ses voisins, c'est une charge pour les amis. Vous avez 2, 3 enfants, c'est un scandale. Voilà, on préfère avoir vivre un mariage sans comme vous l'avez dit. Les gens veulent vivre en liberté dans leur couple, sans enfants. Mais je ne sais pas, l'étude, concrètement comme mon collègue l'a dit, le but, l'objectif même je ne sais, ce n'est pas pour déconstruire le mythe autour de ceux-là qui sont des célibataires tardifs ou ceux qui sont dans les mariages sans enfants. Je ne le pense pas. Mais à mon entendement, il faudrait revoir cette étude. Plutôt ceux-là qui ont des enfants. Ceux qui sont dans les couples. C'est eux qui sont marginalisés.
de nos jours. Merci. Je peux y aller. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup pour votre question. L'étude a été réalisée à partir de 2019. Mais l'enquête que nous avions réalisée, c'est de novembre 2021 à avril 2022. L'objectif de la recherche, c'est pour comprendre ce que ces personnes-là en situation hors norme vivent. Nous avons... Donc déjà la thématique hors norme, moi je ne suis pas d'accord. En fait, pourquoi nous avons mis ça hors norme? C'est des termes en fait sociologiques. La norme veut ceci, mais eux, on trouve qu'ils ne sont pas dans la norme. La norme voudrait qu'à un âge donné, dans notre société, que tu sois homme comme femme, que tu sois marié et que tu aies des enfants. Voilà ce que la norme veut. Maintenant, les gens qui ne sont pas, qui ne respectent pas cette norme sociale-là, sont souvent marginalisés, insultés. Maintenant, la recherche est allée comprendre la situation que vivent ces personnes-là. Parce qu'il n'y a pas eu de recherche préalable. Mais cette recherche-là, comme je dis, fait suite à des recherches sur la famille que les chercheurs du LPED mènent depuis des années. Moi, je suis sociologue. J'ai été recrutée sur le projet Famille, Genre et Activité en 2013 à l'URD. Et déjà, avec ce projet FAGEAC, il y a cette question-là, mais ça n'a pas été creusé. Le projet Marge vient maintenant toucher du doigt ces aspects-là. Et par rapport à ce que vous aviez dit, nous les chercheurs, souvent, on se réserve de mentionner notre manière de voir les choses. On se focalise sur ce que les gens nous disent. Et moi, ce que je peux dire, c'est que dans l'outil, ou bien dans les quelques questions que nous avions posées à ces personnes-là, nous leur avions demandé si elles sont plus critiquées. Il y a dans les 5 dernières années, comment est-ce qu'elles trouvent leur vie aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans. Mais je peux vous dire que la plupart nous ont dit qu'avant, elles se sentent plus stigmatisées. À chaque fois que tu mets pied en famille, on te demande qu'est-ce que tu attends pour te marier, qu'est-ce que tu attends pour faire des enfants. Tu ne vois pas que l'âge avance. Il y a une qui m'a dit à chaque fête de fin d'année, quand les parents doivent souhaiter un vœu, c'est que cette année nous voulons te voir marier. Chaque fois, à un moment donné, ça lui tapait sur les nerfs. Mais elle a remarqué que de plus en plus, il n'y a plus ça dans les souhaits. Et que même dans le quartier, on leur a demandé si dans le quartier, est-ce que vous sentez des regards sur vous? Les gens nous ont dit moins aujourd'hui qu'il y a 5 ans, où quand tu passes, tout le monde dit tiens, c'est si. Mais aujourd'hui, il y a plus. C'est vrai que l'étude, dans les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, c'est que le célibat tardif est de plus en plus fréquent dans les capitales et à Lomé. Et on sait que socialement, les gens ne l'acceptent pas. Mais c'est de plus en plus fréquent. Et donc, c'est ce que je peux... C'est une bonne conclusion. Voilà, merci. Madame. Non, je voudrais juste dire à monsieur le journaliste que c'est son opinion en disant que être célibataire, ça donne plus de liberté, de liberté. Oui, je vous comprends. Mais souvent, ça dépend de chacun. Quand les gens se marient jeunes,
Ils prennent du temps pour vivre sans enfants d'abord avant de faire les enfants. Ils prennent 2-3 ans pour vivre leur bonheur, leur amour avant de faire des enfants. Mais quand l'âge est déjà tardif, la première préoccupation c'est d'avoir rapidement des enfants. Ça dépend de chacun, de l'expérience de chacun. Moi-même ici, je me suis mariée un peu tard. Donc, ça dépend de l'expérience de chacun. Donc, c'est ce que je peux ajouter. Il y a un point que Madame a dit de toucher, que les résultats ont permis de voir aussi. C'est que dans notre mentalité ou dans nos manières de voir les choses dans la société, selon les gens, c'est que mariage égale enfant. C'est en fait ça. Dès que le couple est marié, on attend le prochain mois que la femme soit enceinte. Et des gens attendent, quand ils ne voient pas, c'est tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais on a remarqué l'analyse des résultats des enquêtes nationales réalisées au Togo ont permis de remarquer que de plus en plus en milieu urbain, surtout à Lomé, les couples qui se marient maintenant là attendent au moins 2 ans avant d'avoir des enfants. Les couples ne se marient plus. Et le lendemain, grossesse en même temps. Ils prennent le temps de vivre leur amour et avant de faire le projet de maternité. Voilà un des résultats aussi que l'étude a permis d'avoir. Merci. Merci beaucoup, Gino, pour leur communication. Moi, je peux juste placer un mot. Ok, d'accord. Ce que je peux dire, je peux garder le micro. Est-ce que l'étude a fait cette différence-là au niveau de chez qui l'enquête a été menée pour savoir s'ils sont véritablement mariés, c'est-à-dire mariés légalement, ou c'est parce qu'ils vivent en concubinage qu'ils disent qu'ils sont mariés? Parce qu'il y a le fait que les gens vivent, une femme et un homme vivent ensemble, ils se disent mariés. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. Merci. Merci pour votre question qui permet encore de clarifier certains points que nous n'avions pas déjà clarifiés. Il faut dire que dans l'approche qualitative, il y a eu une élaboration de revues documentaires et l'élaboration de cette revue documentaire, en fait, c'est tous les documents. Nous avons sillonné les bibliothèques de l'université de Lomé, l'université de Kara, l'université catholique, les centres de lecture pour voir qu'est-ce qui a été déjà écrit sur cette question-là au Togo. Et cela nous a permis d'avoir ces différentes formes-là d'union, union libre, célibataire enfant et tout ça là. Et dans l'enquête maintenant, nous avions pris en compte ces aspects-là. L'enquête, c'est le récit de vie. Donc la personne raconte toute son histoire depuis sa naissance. Et nous cherchons vraiment à voir si le mariage a été formalisé, si les étapes ont été respectées, s'il y a eu le civil, le religieux et tout ça. Donc, tous ces aspects-là ont été creusés au cours de nos entretiens. Mais nous, si la personne nous dit qu'elle est mariée, nous notons ça. C'est ce que la personne nous dit que nous prenons. Si elle vit, nous on sait que c'est en union libre. Dans l'analyse des données maintenant, peut-être que nous allons mettre l'accent sur ceux qui vivent en union libre, leur perception des choses ou leur vécu des choses. Ceux qui sont légalement mariés, union formalisée, si c'est la première étape, deuxième étape, tout ça, dans l'analyse des données, nous allons ressortir des résultats prenant en compte ces aspects-là. Sinon, nous avons toutes les données concernant la vie, si je peux le dire, de ces personnes-là que nous avions interviewées. Nous n'avions pas encore fini d'analyser ces données-là. Vous allez voir des articles être publiés à partir de ces données
dans les prochains mois à venir. Et si vous avez la chance de tomber sur ces articles-là, si vous les lisez, vous pourrez peut-être avoir des réponses aux questions que vous posez. Merci. Je peux juste faire un commentaire. Je voulais dire, le débat est tellement parce que mon temps si on veut poser une question, ce qu'on peut retenir ici, c'est que on parle plus, votre étude reçoit plus le regard de la société sur ces personnes-là et comment ils vivent ce regard-là. C'est tout ce qu'on doit voilà, aujourd'hui. Maintenant, moi, la question que j'avais en tête, peut-être, c'est le côté loi que vous voulez étudier. Comment est-ce que les lois sont vues? Qu'est-ce que la loi vient chercher là-dedans? Ça veut plaidoyer, c'est pour voir si nos plaidoyers peuvent changer les normes, les lois, les mentalités. Donc, on verra, peut-être qu'on pourra proposer des articles dans le code de la famille, dans le code de la famille d'un pays, par exemple, pour voir est-ce que le mariage, c'est vrai que c'est une institution, c'est mis dans le code, mais est-ce qu'on peut l'enlever pour que tout le monde vive librement ou bien on peut le renforcer? Ça dépendra. Vous voyez, ça peut aller dans l'autre sens ou dans ce sens-là, mais je sais qu'avec les acteurs religieux, coutumières et autres là, le mariage demeurera toujours une institution et ce n'est pas de sitôt qu'on pourra faire partie de cette institution-là dans nos vies. Mais que tout le monde soit libre de faire le mariage, de se marier, de ne pas se marier, comme ça se fait dans les pays déjà développés, où même on est arrivé à un point où c'est les hommes qui se marient entre eux, ce sont les femmes qui se marient entre eux. Donc voilà, et ça peut évoluer, on va faire des plaidoyers dans ce domaine. Pour compléter ce que Mme Mathilde a dit, oui. Ok. Pour compléter, ce que je peux ajouter, c'est que ces personnes-là qui vivent ces situations, on aimerait en fait que, sur le plan professionnel, on ne refuse pas de promouvoir quelqu'un parce qu'elle est célibataire ou parce qu'elle n'a pas d'enfant. On ne refuse pas de confier des responsabilités à ces personnes-là parce que, bon, elle n'a pas d'enfant et qu'est-ce qu'elle connaît de la vie, de couple et d'enfants, elle ne peut pas faire si. Qu'on essaie de réduire les injustices que vivent ces personnes-là sur le plan familial et professionnel. Voilà pourquoi la loi doit intervenir. Merci. Merci beaucoup. Je pense que normalement on devait terminer à 15h, mais là il est 16h moins. Si c'est grave pour certaines personnes. C'est intéressant. Un débat très intéressant. Parce que pour aller à un plaidoyer, il faut avoir de la semence. Il faut avoir des pour aller au plaidoyer. Donc, je trouve quand même, excusez-moi, que c'est superficiel. En tant qu'assistante sociale, on doit savoir pourquoi la femme à un moment se retire de sa famille pour aller loin. Vous ne savez pas ce qu'elle a vécu dans sa famille. Vous oubliez la violence, vous oubliez l'inceste, vous oubliez tout ce qu'il y a autour de la femme pour qu'elle se démarque de ça. Il y a quelque chose qui l'aurait marqué sérieusement. Vous allez au plaidoyer et on vous demande de donner des exemples de personnes qu'on n'a pas connues. Et là, au plaidoyer, c'est sérieux parce que quand vous envoyez le thème de référence, il faut des recherches qui vous attendent. En ce moment, vous n'avez pas la réponse adéquate. Sur 20 personnes, combien vous pouvez dire concrètement qui n'a pas été promu? On n'en a pas. On ne pourra pas citer qui que ce soit. C'est pourquoi je dis qu'il va falloir qu'on revoie ça là, qu'on fasse un travail en profondeur pour mieux comprendre quel est le problème de la femme. Je ne sais pas pourquoi nous ne parlons pas de violence. La violence amène la femme à ne pas se marier aussi. Nous essayons de passer de côté, mais le problème reste. Demain, nous allons à l'église. Pourquoi c'est les femmes qui vont à l'église? Quel est leur problème? Nous avons des sérieux problèmes. Non, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, c'est une recherche. Mais si on doit aller au plaidoyer, il faut qu'on creuse là-dessus.
Merci beaucoup, madame. Et puis, ne vous inquiétez pas, je pense qu'on va tenir compte de ces remarques pour aller beaucoup plus en profondeur dans le plaidoyer. Il y aura un document de plaidoyer. Merci. Nous avons des données sur la séance. Donc, je pense que, bon, normalement, on devait terminer à 15h, mais là, il est 16h. Il ne semble plus tarder. Je pense qu'on va clôturer. Merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, aux hommes de médias, les partenaires, les membres des OSC. Merci beaucoup. Et bonsoir chez vous.